30 years ago, the Tutsi of Rwanda found themselves alone in the dark of night. In the new Rwanda, a forward-looking nation, memories collide. Yesterday's survivors and executioners cross paths without ever meeting. The aftermath of genocide is an enormous void. Everything has to be relearned. Loving, smiling, dreaming. Genocide is only really understood by those who live through it. Ils ont tué des enfants, des vieillards. Et ça, je ne peux pas les pardonner. Amabwiriza yarahari. Nimba ufite imbunda ugomba kujya kwica no guhiga umututsi. We were aware of the danger, except for the genocide. Les gens qui organisent le génocide ne sont pas des citoyens lambda. Ce sont des grands intellectuels avec une préparation minutieuse tirée de l'expérience hitlérienne. On a cherché à démontrer que c'est les Tutsis qui manipulent, qu'ils sont trop nombreux à s'être enrichis, etc. Ça a commencé comme ça. Les autorités françaises soutiennent inconditionnellement un régime qui prépare le génocide des Tutsis. J'ai averti, fin 90, qu'il y avait dans la tête de responsables militaires l'idée d'un massacre général. C'était la solution finale et radicale. The Tutsi genocide in Rwanda didn't happen at a moment of collective madness. This widespread violence had been in the works for a long time. muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya. There was the period of the Tutsi genocide, 3 months, 1 million dead. And there was the period of its preparation. How did Rwandans come to exterminate other Rwandans? In this small African country, the poison of a genocidal ideology was rooted in European racism and in the country's colonizer, Belgium. Jusqu'en 1959, nous sommes dans une situation coloniale. Le Rwanda est sous tutelle belge. Au Rwanda, on rencontre les Batutsi, la race dominante. Ce peuple de pasteurs s'adonne exclusivement à l'élevage et professe pour tout autre travail un mépris absolu. Les hommes se distinguent par leur haute stature, la finesse des attaches et leur fière démarche.
Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Les Batutsi venus du Nord leur apparurent comme des demi-dieux qui leur apportaient une économie supérieure, puisqu'elle n'exigeait apparemment aucun effort, celle de l'élevage du gros bétail. Les Tutsis sont au pouvoir. Et il a été créé comme une sorte d'aristocratie Tutsi. Ça veut dire que l'administration rwandaise, le système politique rwandais a été épuré des éléments Hutus. Le colonisateur, il est en face d'une société sans doute complexe, où il y a la pratique de l'élevage, de l'agriculture. On met une société où les mots Tutsi et Hutu existent, mais ne signifient pas des races différentes, puisque ces groupes, ils parlent la même langue, le Kinyarwanda. Ils pratiquent la même religion, ils obéissent au même chef. Et sur le territoire du Rwanda, les Tutsis et les Hutus vivent ensemble. La racialisation se fait par le colonisateur. Lorsque la Belgique institue des livrets d'identité, c'est une sorte de livret fiscal. Ça va permettre de taxer les familles en fonction de la taille de la famille, mais ça va également servir à identifier l'individu en fonction de sa race. Et le mot race est le premier mot qui apparaît sous la photo d'identité. In Rwanda, the Tutsi elites, pampered by the Belgians and the Catholic Church, were going to call for the country's independence. For fear of losing their hold on the country, the colonizers and the Catholic hierarchy decided to reverse their alliance. They entrusted the power to the Hutu majority, which represented 85% of the population. 1959 saw the start of the Hutu social revolution, directed against the Tutsi. The leader of this movement was Grégoire Kayibanda. Three years later, he proclaimed Rwanda's independence and became president. Il y a un changement d'alliance. C'est-à-dire que les Tutsis qui ont été plus ou moins favorisés se trouvent désormais considérés comme des ennemis. On instaure la République. Mais les leaders rwandais ne remettent pas en cause la racialisation de la société par le colonisateur. Le Tutsi apparaît comme une race, le Hutu est une race. Tout ça est totalement fantasmatique. Il n'y a pas de race au Rwanda, il n'y a même pas d'ethnie. Il y a eu énormément de mariages entre les groupes sociaux. On ne peut pas reconnaître au premier abord un Hutu et un Tutsi. Donc, cette racialisation est extrêmement inquiétante. Ce qui est mis en place est un régime raciste. Et le président de la République, Kayibanda, lance des massacres contre les Tutsis, une violence qui fait en une semaine 8000 morts. En 63. When I was 4, I remember the last moment we left what was our home. In fact, our mother took us outside of the house and we stayed in the compound. As we were outside waiting because hearings and all kinds of things around us, they would, I think, in the end converge to our home.
So we were sitting outside there, and I really, it's like, a photographic memory of it, even as a kid. Close cousin of my mother sent, just by coincidence, sent a vehicle to our home to check on us. That's how we escaped. And in fact, as the vehicle came and parked in the compound near where we were, those who were across everywhere killing and looting and doing all kinds of things. It was clear, those who were staying in the country as second-rate citizens. They couldn't do anything to remedy the situation. So they accepted what happened to them. L'année 62 a été cruciale. On a tué ma tante maternelle avec mes deux cousins. On a tué à la même époque, au même endroit, mon oncle paternel avec sa femme qui était enceinte des jumeaux qu'on a éventrés. On a tué les enfants, on a tué les femmes, on a tué les fœtus. C'était un carnage. On n'était plus des êtres humains, on était des ignésis, on était des serpents. On fait ignésis, normalement, c'est cancrera en français. Et on a donné son nom là, aux Tutsis. Donc, c'est la déshumanisation. The Tutsi were hunted down and massacred. Between 1959 and 1963, 20,000 people were killed. Hundreds of thousands more fled to neighboring countries, notably Uganda. I was puzzled that we were living such a life and we had run away from our country, and what happens? Do we accept to be refugees perpetually? In 1973, General Juvenal Habyarimana took power in Rwanda. Despite his promises to appease the country, President Gregoire Kajibanda's former defense minister continued to enforce his discriminatory policies against the Tutsi. Il a dit, Saint-Exupéry, force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. C'est vraiment cela. Travailler ensemble pour qu'on soit plus solidaires, pour qu'on soit plus frères. The man was clever, a strategist, and wanted to reinforce his positive image abroad. This Francophile and great admirer of Charles de Gaulle seemed to be an approachable interlocutor. Valéry Giscard d'Estaing and François Mitterrand after him got closer to Juvenal Habyarimana. In 1975, France signed its first military aid agreement. For French diplomats, the issue of Tutsi refugees abroad was never on the agenda. Pendant des années, il y a eu des négociations diplomatiques entre ces réfugiés Tutsis qui se trouvent en Ouganda dans des camps et le régime de M. Habyarimana pour un retour des réfugiés, un retour pacifique. Et puis finalement, M. Habyarimana a refusé ce retour, estimant qu'il y avait déjà trop de monde au Rwanda, qu'il n'y avait plus la place pour ces réfugiés. Et c'est ainsi qu'est née l'idée
de ces réfugiés de rentrer par la force et qu'ils ont constitué une force armée qui s'est appelée le Front patriotique rwandais. That's really how RPF was born, by people saying, no, we can't live like this forever. Paul Kagame became a military leader at the age of 33. An austere and secretive man who lived side by side with his soldiers. The RPF, the Rwandan Patriotic Front, presented itself as a democratic political movement. It rejected ethnicism, and its political project aimed at the return of Tutsi refugees to their country. Inkotanyi zimaze gutera inzego z'ibanze zadushikarije gutabara natwe igihugu cyacu batubwira ko cyatewe ubwo muri 1990 mu kwezi kwa 10 nibwo twagiye nk'abasore nyine tujya kwiyandikisha iyo principe nari mfite yo kurengera igihugu bavuga ko gitewe kandi abantu bagiteye bashaka kutwambura ubutegetsi niko bwitwaga kandi bafite abo bantu amateka abo ngora abantu babi bagira ubutegetsi bubi rero mpeta numva ko nagomba kugira ishyaka ryo kugira ngo ntazakandamizwa n'ubwo butegetsi bwari bugiye gukuraho bwacu icyo cyabo bagande nizo nyenzi bateye u Rwanda kugira ngo barwigarurire. L'Élysée reçoit un appel désespéré du président Habyarimana qui, et on le sait, exagère très fortement la situation militaire du Rwanda pour demander une aide militaire massive. Cette aide militaire massive, il l'obtient avec l'envoi, dès le 4 octobre, de 2 compagnies de combat pour régler la situation du Rwanda. France had chosen its side, that of President Habyarimana's Hutu regime against Paul Kagama's RPF. The French government launched Operation Roi. Hundreds of Red Berets, legionnaires and officers of the National Gendarmerie Intervention Group came to the aid of the Rwandan armed forces. La 3, 3455, 3455. C'est bon. Feu! Why such an energetic reaction for a small, poor, overpopulated country with no resources? Je suis le général Jean Varret, général de corps d'armée, et j'ai débuté ma carrière en 1959 en guerre d'Algérie. Le président Mitterrand faisait une tournée en Afrique, donc moi j'étais chargé de vérifier que la sécurité du président était bonne. Et Mitterrand m'a reçu en tête-à-tête et il m'a dit « Je veux lutter contre la prééminence des Américains en Afrique, des Anglo-Saxons en Afrique. Et pour ça, j'ai besoin de voix à l'ONU. Et tous les pays du champ, c'est-à-dire les pays ex-coloniaux et élargis, sont là pour voter pour moi. Et la force de la France dans l'ONU, face aux Américains, nous l'avons grâce à l'Afrique. » Kagame, lui, était un produit des Anglo-Saxons. C'est vrai que Kagame avait été formé aux États-Unis et qu'il était équipé par les Anglo-Saxons. Donc, si Kagame prenait le pouvoir avec les Tutsis contre les Hutus, ce pays basculait dans l'orbite anglo-saxon.
le FPR est devenu l'ennemi existentiel du régime Habyarimana, mais aussi l'ennemi de la France. The French government and the Armed Forces General Staff pursued President François Mitterrand's African policy, that of defending the French-speaking world. Officially, France was helping an ally, a regime that had fallen victim to external aggression. In Rwanda, the president and friend of the French government continued his scapegoating. He relied on extremist, hate-mongering media. Le magazine Kangoura est apparu au printemps 1990. Il publie un appel à la conscience des Hutus, qui est un appel extrêmement raciste, qui demande aux Hutus d'être ensemble contre les Tutsis. Et encore pire, c'est les 10 commandements des Hutus, un peu donc une sorte de texte prophétique biblique, où on lit par exemple « Tout Hutu doit savoir que la femme Tutsi travaille à la solde de son ethnie ». Et on a d'autres textes du même genre, par exemple, les forces armées rwandaises doivent être exclusivement Hutus, aucun militaire ne doit épouser une Tutsi. Dans ce fameux numéro 6, il y a la photographie de François Mitterrand, un véritable ami du Rwanda. Donc on va faire cautionner finalement tous ces appels à la haine par François Mitterrand en personne. Pour moi, c'est une carte postale pour dire merci. C'est dans la difficulté qu'on connaît les amis. Donc, Mitterrand, c'est notre ami. The good relations between the French and the Rwandan presidents were accompanied by increasingly intense military cooperation. It began with training of the Rwandan officers. It continued with the delivery of weapons. Le chef d'état-major est un Hutu très agressif. Il me demande d'assister à une réunion destinée à faire le point sur la coopération militaire française. Il me dit, voilà, j'ai besoin d'urgence de mitrailleuses, de mortiers. Alors je lui dis, mais la gendarmerie n'a pas besoin de ça. Moi, je suis prêt à vous donner des gaz lacrymogènes, des masques à gaz et des bâtons pour maintenir l'ordre, car c'est votre mission. Mais des armes létales telles que vous les demandez, c'est non. Il me dit, voilà, cette demande, c'est très simple, c'est qu'on en a besoin pour participer à la destruction de tous les Tutsis. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, destruction de tous les Tutsis? Il me dit, on va tous les éliminer, les femmes, les enfants, les vieillards, tous. Ah bon? Et devant mon air étonné, il me dit, ce sera vite fait, ils ne sont pas très nombreux. Alors là-dessus, je suis horrifié, j'appelle l'ambassadeur, je lui dis, je veux voir Habyarimana. Je vais chez lui, dans sa résidence, Habyarimana me reçoit un peu étonné, et fou furieux, je lui dis, voilà ce que je viens d'apprendre. Il prend un air étonné, et il me dit, il vous a dit ça, ce con-là? Je dis, oui, je le vide. Je n'ai jamais su s'il était furieux parce qu'il avait avoué un secret ou s'il était furieux parce qu'il apprenait que c'était l'intention de la gendarmerie. J'en sais rien. Bon. Mais toujours est-il qu'il ne l'a pas vidé. Despite General Jean Varey's warnings at the highest level, the French government continued its military collaboration and unfailing support for President Juvenal Habyarimana. On
me demande d'aller constater des violations de droits humains qui ont été commises contre un groupe particulier de Tutsis que l'on appelle les Bagogwe, qui vivent sur les pentes des volcans dans le nord du pays. C'était vraiment des paysans aux pieds nus sur les collines. Et ces gens ont été massacrés, enfin tous les hommes en tout cas, ce sont 2000 hommes qui ont été massacrés. Nous avons été menés à plusieurs sites de fosses communes par des témoins dans toute cette région du nord-ouest du pays. Et l'un de ces sites, c'était le jardin d'un bourgmestre. Alors le bourgmestre, c'est le maire en France. Ils avaient retenu le terme belge pour désigner celui qui dirige la commune. Nous arrivons avec notre équipe de spéléologues dans ce jardin et on se met à creuser à l'endroit qui nous est indiqué. Et c'était compliqué, effectivement, parce que cette fosse se trouvait à une profondeur très importante et avait été vraiment dissimulée. On arrive à creuser 2 mètres sous terre, il n'y a rien, sauf à un moment donné, tout de même, une odeur. Le bourgmestre est resté impassible comme de nombreux criminels restent impassibles lorsque l'on démasque les pires de leurs crimes. Ils le savaient très bien, ils avaient vécu les choses. Invité de notre journal, Jean Carbonard, vous venez de faire partie d'une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme qui a passé environ 15 jours au Rwanda. Vous venez juste de rentrer. Vous avez d'autres témoignages à donner sur ces violations de droits de l'homme assez terribles. Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres, parce qu'on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement parce que nous avons vu des centaines de témoins et des fosses comme celle que vous avez vue. Il y en a pratiquement dans presque tous les villages. En mars 1993, lorsqu'on publie notre rapport, on va qualifier ces crimes de génocide. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une véritable volonté d'extermination de cette communauté à cet endroit-là en 1991. In retaliation to an attack by the Rwandan Patriotic Front, over 2,000 Bagogwe Tutsis were killed following the political and military authorities' orders. J'ai averti, fin 90, qu'il y avait dans la tête de responsables militaires l'idée d'un massacre général. Mais dans toutes les réunions qu'on suivit, réunions de crise, etc., chaque fois j'ai redit la même chose. Quand on me demandait d'augmenter l'aide militaire là-bas, d'envoyer davantage de cartouches, d'envoyer davantage d'obus, je freinais en disant « Sachez qu'ils ont pour objectif des massacres de masse, etc. » Et petit à petit, j'étais l'emmerdeur. Je n'étais pas du tout dans le mouvement qui consistait à aider, en fermant les yeux, Habyarimana et les Hutus. Ces alertes, elles ont bien été reçues par l'Élysée. Donc cette connaissance, elle existe en temps réel et elle est rejetée par l'Élysée. Pourquoi ? D'abord parce que ça
exigerait de l'Élysée une certaine reconnaissance d'erreur, c'est-à-dire que le régime Habyarimana n'est pas celui que l'on a imaginé. Donc ça pose un problème, notamment à l'Élysée, parce que le régime apparaît comme particulièrement odieux et qu'il faut rétablir un schéma très classique sur l'Afrique, un schéma très dépréciatif, très raciste en fait de l'Afrique, c'est-à-dire de dire au fond l'Afrique, c'est un continent de tribus qui se font la guerre. Le Rwanda, où les affrontements entre tribus rivales ont fait au moins 80 victimes depuis une semaine seulement. Les affrontements interethniques très violents ont repris. Et rien n'a permis pour l'instant d'arrêter les massacres entre les deux ethnies du pays. Nous sommes dans une forme de racisme latent vis-à-vis de l'Afrique et de l'Afrique noire. Que 1000 Tutsis disparaissent par-ci, par-là, c'est pas très grave, c'est un peu inévitable. Et donc, quand on tire la sonnette d'alarme, il se passe rien. Après avoir vu les massacres d'Ebagogwe, on pouvait se dire que ça quand même préparait les mentalités. Les politiciens qui incitaient à ce genre de massacre, pourquoi n'auraient-ils pas recommencé? Pourquoi n'auraient-ils pas agrandi la chose? After a year and a half of conflict and despite the French support, the Rwandan army was still unable to defeat the RPF. So President Habyarimana defined his war aims. Monsieur Habyarimana avait voulu que l'on, littéralement, que l'on conceptualise l'ennemi. Et il avait chargé l'armée de le faire. C'est un document de la République rwandaise, ministère de la Défense nationale, armée rwandaise. Il est classé secret. Et il définit l'ennemi. Alors, l'ennemi principal est le Tutsi, de l'intérieur ou de l'extérieur, extrémiste et nostalgique du pouvoir, qui n'a jamais reconnu et ne reconnaît pas encore les réalités de la révolution sociale de 1959. Ce document est un document qui s'avérera absolument fondamental dans la structuration de l'idéologie du génocide. Il y avait eu auparavant les fameux 10 commandements des Bahutus, qui était un premier jalon extrêmement important. La définition de l'ennemi en constituera le deuxième jalon. The definition of the Tutsi as the enemy becomes the genocidal ideology. The countdown to the worst-case scenario, which had started developing in 1959, accelerated. Richard Mugenzi, il a été recruté par le renseignement militaire rwandais pour devenir une sorte de veille radio pour intercepter les communications radio du Front patriotique rwandais. C'est là où les choses se compliquent. On a commencé à organiser des mises en scène. Nous devrions composer un texte et le distribuer partout que les Tutsis qui sont dans le pays envoient leurs enfants au FPR. Je vois l'impact de ce mensonge-là sur vous. abo basigaye mu Rwanda ari ibyitso byabo bari hanze ukabyumva ubwo n'abana b'abatutsi bamwe b'abanyarwanda bari mu Rwanda bari batangiye kujya mu nkotanyi barabihuza rero babona ko mu Rwanda harimo ibyitso.
Cette méthode s'appelle la propagande noire. C'est-à-dire qu'on va faire inventer des soi-disant messages de l'ennemi qui vont servir les buts de guerre. Au total, on peut estimer que Richard Mogenzi a produit environ 8500 messages, dont une très grande partie sont des faux messages. Disinformation can be used to manipulate a population's collective imagination. Thus, the Tutsi of Rwanda would all be accomplices of the Rwandan Patriotic Front. The Rwandan armed forces under President Habyarimana used this method to warm people's spirits. This message helped to enlist the Hutu civilian population. President Habyarimana's party recruited its young members mainly from football fans. Trained in dance, physical feats and parades, they became a youth movement flattered by its proximity to political power. Umwe mu nterahamwe byasobanuraga yuko uri nk'umusirikare w'iryo shyaka. Kuba uri fiere ko icyo kintu na leta igutekerezaho cyangwa kubona uri mu bandi. This youth movement became a militia, the Interahamwe, those who attacked together. They were imbued with Hutu racial ideology. Abakoze bagakora neza mu mutwe n'interahamwe cyangwa bagakorera neza igihugu bari kubona imirimo ishimishije. Bityo rero ntabwo ari kwitesha ayo mahirwe. C'est une partie de la société qui était désœuvrée, qui se trouve alors propulsée. Ils ont une place, ils ont un rôle, ils sont considérés par des hommes qui, jusque-là, les regardaient de très haut. C'est comme une promotion. Ayo mabwiriza yose agombaga gushyigikirwa kuva mu rwego rwo hejuru guhera kuri prefecture n'abandi basirikare. Abo bose bari bafite inshingano zo kuduha imbunda n'imyitozo. Imbunda zarabonekaga kandi zaratangwaga. Aho twazikuraga neshi na prefecture ubwayo yarazitangaga. Aje kukwica, aje kukubuza imibereho, aje kwica bene wanyu, aje kukubuza ibyo wakoraga, aje kukwambura igihugu, ugiye kuba imbwa, ugiye kuba ingaruzo kwa muheto. Aho wamukunda uwo muntu se ugombaga kumwanga. Ryari ihame, ryari n'itegeko. In Kigali, supporters of ethnic nationalism formed a radically racist political movement. It was to become Hutu power. At the top of the state, a clan had already seized power. J'étais à la tête de l'organisme Office rwandais d'information qui gérait les journalistes. Et donc, je voyais les reportages, je rencontrais les personnalités, je voyais nommer des gens au gouvernement. Et le président ne gérait plus que les aspects publics, mais la réalité du pouvoir avait glissé des mains du président aux mains de Madame
Agathe Habyarimana et de sa famille. C'était cette famille-là qui était au poste. Agathe Habyarimana, la première dame, elle est extrêmement virulente contre les Tutsis. Elle tisse son réseau auprès des personnages les plus importants, donc le chef d'état-major opérationnel des gendarmes, le chef du renseignement militaire, et donc toute une série de gens qui jouent un rôle important, y compris des intellectuels. The First Lady was at the head of a secret occult network, a first family circle that in Rwanda is called the Akatsu, the Little House. Her clan placed its men in key positions of power and took control of the media. RTLM, Radio Television Libre de Mille Collines, was Rwanda's first private radio station. As soon as it was founded, thousands of transistors were spread across the country's villages. On a donc choisi pour vous deux extraits du Prince de Machiavel, de la cruauté ou de la clémence, et s'il vaut mieux être aimé que craint. Je crois qu'il est plus sûr d'être craint, la crainte, a pour base un châtiment dont l'idée reste toujours vivante. Whether in French or in Kinyarwanda, RTLM's journalists used every pretext to stir up hatred. Ils vont créer une radio sur les antennes de laquelle ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça la radio. C'est vraiment l'outil de combat des extrémistes. Abaturage basabwe gushyigikira ingabo zabo kandi bazirangira aho barabutswe umwanzi hose. Les gens se branchent sur la RTM pour l'écouter parce que c'est joyeux, parce que d'ailleurs ça s'appelait Radio Sympa, parce qu'ils ont su sélectionner la musique entraînante du Congo, etc. Ça fait que c'est une radio qu'on écoute. C'est une radio performante, coûteuse. Il va falloir réunir l'équivalent, on va dire, d'1 million d'euros d'aujourd'hui. Et donc, on va trouver le plus puissant des riches hommes d'affaires du Rwanda, Félicien Kabuga, et Ferdinand Nahimana, le théoricien du génocide, qui vise à créer un média de masse, accessible à tous les Rwandais, et qui aura un discours transgressif. Businessman Félicien Kabuga and academic Ferdinand Nahimana were both members of Akatsu. They were the masterminds behind this new popular propaganda tool. A woman played a key role at Radio de Mille Collines. Valérie Bemeriki was the star journalist on the airwaves. She was the voice of hatred. yarafashije kubera ko ibi ni ibintu bikeya cyane bigiye kubisobanura kugira ngo duplanifiye jenoside. Yari ishingiye ku byo ntazi jyewe ku bwanjye ntashobora gutanga ibisubizo, ariko jyewe icyo nabonye ko neza nari ishingiye kuri ntuza ideoloji yayo. Icyo kinyamakuru cyari gigize, cyari kibereye abanyarwanda. Kwanga abatutsi wewe.
The massacres of Tutsis increased, and the Rwandan Patriotic Front was then supported by part of the Hutu opposition, which wanted peace. The UN and Rwanda's neighboring countries tried then to put an end to the war. President Juvenal Habyarimana was forced to negotiate with his enemy, the RPF. Under pressure and after a year of negotiations, he signed peace agreements that would lead to the sharing of power between the RPF and the Hutu opposition political parties. To secure these agreements, UNAMIR, a United Nations mission force, was deployed in Rwanda. Les accords d'Arusha demandent la paix, ça veut dire mettre fin à la guerre, réunir les deux armées en guerre, et puis après, partager le pouvoir. Et pourquoi est-ce que ce processus a été très difficile? Parce qu'il n'est pas voulu par les extrémistes. Les extrémistes ne veulent pas, parce que négocier, c'est accepter le partage. Habyarimana leur est apparu comme un traître. Il a accepté, il est faible. The Hutu power extremists knew President Habyarimana had signed an agreement that condemned them. Colonel Theoneste Bagosora was a member of the Akatsu. A close friend of the First Lady, he was a graduate of the French School of Warfare. Le colonel Bagosora, ça l'énerve. Ça l'énerve de voir qu'on est en train de s'entendre pour faire la paix. À un moment donné, il décide de rentrer à Kigali et il dit aux personnes qui l'entourent « Je rentre à Kigali, préparez l'apocalypse ». Theoneste Bagosora had been preparing this prophecy for many years. In his diary of February 1993, he noted in his own handwriting that the military police must be able to train the militias. The colonel also refers to an order of 2,000 Kalashnikov rifles for the towns and villages. Theoneste Bagosora was nicknamed Colonel Apocalypse. nari umusirikare wari mu mutwe warindaga umukuru w'igihugu Habyarimana. Uwo munsi tuja i Dar es Salaam twahagurutse saa 11. Tugezeyo rero je narinze indege je nabaye ku ndege bigeze nko mu masaha 7 La Montagne umupilote witwaga La Montagne w'umufaransa aratubwira ngo nitubwire Perezida ngo be kugwa Kigali ngo bagwe Goma ngo cyane ko ngo bamaze kwakira amakuru ko indege bashobora kuyihana. Abo nabonaga mu bwoba n'abapilote batatu. Habyarimana yanatinze kwinjira mu ndege. Hamanza kuba ikintu gisa n'ingingi miradute. Ageze abayuriye mu ndege ati tugende. Shortly before 8:30 p.m. on April the 6th, 1994, as the Falcon began its descent towards Kigali, 2 missiles pierced the darkness. President Habyarimana's plane and its French crew crashed into the gardens of his own residence. Une carcasse calcinée, les restes de l'avion du président rwandais qui s'est écrasé hier soir non loin de l'aéroport de Kigali, des témoignages qui parlent aussitôt d'explosions ou encore de tirs à la roquette essuyés par l'appareil, de la stupeur pour ceux qui apprennent la nouvelle et quelques heures plus tard des tirs dans les rues de Kigali. On nous a dit vers 22 heures, on nous a dit que l'avion du président a été abattu
Le lendemain matin, le chef des opérations, il m'a dit c'est le FPR qui a abattu l'avion. Moi, je devais transcrire comme tel. Et puis, quand c'est parti à la radio, c'est diffusé partout. Avec ces bobards, il y a des gens qui vont commencer à fuir, d'autres vont prendre des machettes. C'est la fin du monde. The attack on the president's plane, responsibility for which was never claimed, was the final stage in the planning of the genocide. The last event before the extermination of the Tutsi. A memo from the French intelligence service named the Rwandan Armed Forces, and in particular Colonel Bagosora, as the masterminds behind the attack. A government composed of Hutu power extremists officially took office on April 9th. Ces gens-là qui ont abattu l'avion, ils avaient réussi leur jeu parce qu'ils voulaient que le génocide commence. For 100 days, the Tutsi were systematically hunted down and killed like animals. At roadblocks, killers used identity cards to identify their targets. "10,000 deaths a day in silence and indifference." In July 1994, Paul Kagame and the Tutsi rebels of the RPF put an end to the genocide and took Kigali. The international community abandoned the Tutsi to their executioners in a terrifying closed-door situation. 3 months after the genocide began, 1 million dead later, France launched a so-called humanitarian operation. L'opération turquoise est voulue par Alain Juppé, par Édouard Balladur, dans une perspective humanitaire. Mais en fait, l'Élysée voit l'occasion d'implanter dans cette opération turquoise une opération d'affrontement du FPR. Feu! Donc on loge en fait une opération militaire dans l'opération humanitaire. Du reste, cette opération va s'appeler opération militaro-humanitaire. C'est très ambigu. France pursued its policy of supporting and protecting the Hutu government, its historical ally. It allowed the losing Rwandan armed forces, the militia and the extremist government to flee. "30,000 of them crossed the Rwandan border into neighboring Congo. In the early days of the genocide, Agatha Habyarimana and her family were exfiltrated by the French army. Like about 100 alleged genocidaires, the president's widow still resides in France. 30 years later, France acknowledged its heavy responsibility in the Tutsi genocide in Rwanda. Many of those responsible have been tried and convicted. Others are still free. The victims in Rwanda continue to demand justice.